Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on nous a appris à tout bien faire, ce syndrome de la bonne élève qui se poursuit jusqu'à l'âge adulte, et pourquoi on nous a jamais appris, pourquoi on n'a pas été sociabilisé à demander. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu passer la semaine dernière des stories où j'évoquais qu'actuellement, je suis en train de faire une grande étude de marché pour mon entreprise, Madame Flo Coaching, et j'étais assez impressionnée sur la vingtaine d'entretiens que j'avais déjà menés avec des femmes cadres supérieures, des DRH, DRH et aussi des institutionnels type France Travail APEC qui accompagnent donc des cadres à des reprises d'emploi ou des changements de poste. Et je te disais qu'il y avait un schéma en fait qui revenait plusieurs fois. Et quand je vous ai mis la boîte à questions, ça a encore plus confirmé ce que j'étais en train de voir dans cette étude de marché que je mène actuellement. Et ça m'a marqué de voir que toi aussi, tu te reconnaissais là-dedans. C'est-à-dire que tu es ultra compétente, tu fais hyper bien ton travail, tu sais que tu fais bien ton travail. Donc, c'est pas une histoire de manque de confiance ou enfin, ça, c'est ce que tu te racontes. Mais moi, dans ma lecture, si tu sais que tu fais du bon travail, non, t'as pas de syndrome de l'imposteur ni un manque de confiance ou d'estime de toi, mais il se passe autre chose. Et en fait, je vous ai dit, en gros, grosso modo, pour moi, ce que je remarque à date sur cette vingtaine de personnes, c'est que la sociabilisation nous impacte plus, nous les femmes, dans le milieu des entreprises, puisque les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui. Comme je te le disais, ces dernières semaines, moi, j'enchaîne les visios et les rencontres en présentiel avec des femmes cadres supérieurs, des DRH, DRH, des institutionnels aussi, type APEC et ou France Travail, puisque je mène cette enquête qui va m'amener à une centaine d'entretiens. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu es concerné, que tu travailles en institution, que tu es RH, DRH ou même ex-RH, DRH, que tu es actuellement sur un poste de cadre supérieur ou que tu l'as été, n'hésite pas à venir me faire coucou sur LinkedIn, voire sur Instagram. Tout est au nom de Madame Flo Coaching, puisque je suis encore à la recherche de personnes pour continuer à mener cette enquête. Donc, dans le cadre de ces enquêtes-là, il y a un schéma qui est revenu plusieurs fois. La première fois, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ok, c'est peut-être le caractère de cette femme-là, et puis c'était le premier entretien que je menais, et puis il y en a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, sur la première semaine, et il y avait un pattern qui commençait à ressortir. Donc je me suis laissé le temps de faire cette vingtaine d'entretiens et de faire des regards croisés pour voir ce qui ressort. Et c'est de ça que j'ai envie vraiment qu'on parle aujourd'hui, puisque ce qui est revenu plusieurs fois, c'est le fait que j'ai eu une jeune femme qui me disait que elle était manager, donc je te remets son contexte, sans dévoiler l'identité, les choses confidentielles, mais en gros, une jeune femme d'une trentaine d'années qui accède à un poste où elle est responsable d'une équipe entre 4 à 6 personnes qui était assez variable en fonction des besoins de l'activité. C'est-à-dire, on pouvait avoir des alternants ou des intérimaires et des stagiaires qui pouvaient s'ajouter à l'équipe et qui, régulièrement, se met à remplacer sa propre manager à elle. Donc, elle est la personne dont je te parle. Elle est cadre avec du management, son équipe, mais elle a une manager qui est donc cadre supérieur et qui la gère elle, et de
régulièrement, de plus en plus, elle se met à gérer, à décider, à remplacer sa manager, pour X ou Y raison qu'on ne va pas nommer là. Donc moi, je lui demande, durant l'entretien, mais est-ce que de tout ça, dans ta carrière, tu en parles aux entretiens annuels, certes, mais même en dehors? C'est-à-dire que est-ce que ta directrice, elle est au courant que tu as ce niveau-là de responsabilité? Et là, il y avait comme petite gêne, en tout cas un moment d'introspection chez elle que moi j'analyse, voilà, un silence qui faisait, ben tiens, soit il est en train de se remémorer, mais le langage corporel aussi se disait, mince, ben non, je le fais pas, ou pas encore, ou quelque chose comme ça. Et du coup, ben, je me suis mis à creuser et je voulais savoir ce qui se passait pour elle, du pourquoi elle ne faisait pas savoir à ses supérieurs hiérarchiques, encore plus au-dessus d'elle, donc ceux et celles au-dessus de sa propre manager. Et en gros, elle me dit, en fait, j'ai pas envie de passer pour la nana qui réclame, quoi. Donc là, ok. Elle me dit, je pense que ça va se voir ou qu'ils en ont conscience et je vais attendre que ça se voie et que ça se sache sans elle le nomme en réalité. Moi, comme j'avais envie de lui dire, bah ça marche pas comme ça. Et c'est de ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Ça m'a marqué puisque c'est revenu, franchement, sur la vingtaine d'interviews. C'est revenu des dizaines, des quinzaines de fois. C'était impressionnant. Je me suis dit, mais mince, il y a un truc là qui est en train de se montrer et dont j'ai envie de déposer avec vous. Puisque moi, ce qui m'a un petit peu interloquée, c'est que en tant que femme, qui a pu être cadre, j'ai jamais été cadre supérieur, mais j'ai été cadre avec du management et j'ai été aussi cadre sans management. Mais j'ai toujours été à l'aise en fait pour dire ce poste, je le veux. Ça, ce que je suis en train de faire, ces résultats-là méritent d'être connus au-delà de mon manager direct. Donc, ils méritent d'être connus de mon directeur, de ma directrice, voire du directeur au-dessus de mon directeur. Et pour moi, en tout cas, ça m'a paru toujours assez simple et normal de faire savoir, parce que j'avais pris cette responsabilité, moi, de dire, mais si moi, je ne fais pas reconnaître ma valeur, vu que j'avais pas en plus les diplômes pour, je me dis je peux pas attendre que ça se voit en fait. Je le disais pas clairement dans ma tête, mais en tout cas j'avais la niaque. Ça veut pas dire que celles qui ne le font pas n'ont pas la niaque, hein, mais c'est mon ressenti à moi, mon expérience à moi, donc il faut le prendre tel quel. Mais de me dire en fait ça je le veux et je vais aller faire reconnaître la valeur de mon travail, la valeur de mes résultats. Et même comme ça, je ne peux pas dire que ça a été simple et limpide, mais voilà, évidemment qu'il a fallu que j'argumente, il a fallu parfois que j'insiste, il a fallu parfois que je menace de partir de l'entreprise. J'ai essuyé aussi des refus, j'ai essuyé aussi des injustices, mais grosso modo, sur ma carrière, quand j'étais salariée, en tout cas, clairement, je suis assez satisfaite avec le recul et les années, puisque je suis allée chercher quand même des grosses augmentations ou des grosses montées en compétences et des gros changements de poste, assez vraiment importants et parfois plus que des hommes qui étaient autour de moi dans le même secteur et au même poste que moi. Voilà. Ça, c'est pour mon expérience à moi. Donc, moi, quand j'interviewe et que je vous interviewe pour faire cette enquête terrain, c'est vrai que ça me frappe parce que j'avais déjà conscience, en fait, que le travail, ça parle jamais tout seul. Ça ne parle jamais tout seul. C'est soit tu fais assez remonter à ton manager pour que le travail, lui, en reparle plus haut, soit il va falloir que toi, tu fasses ce job-là. Et en plus, je me suis mis à rechercher un petit peu les données parce qu'au départ, on peut se dire, oui, mais c'est un biais, c'est pas parce que moi je réagis comme ça que ça doit être comme ça. Mais vous me connaissez ou vous commencez à me connaître et si tu débarques sur le podcast, tu vas apprendre à me connaître. J'aime bien aussi farfouiller autour des études, autour surtout du féminisme, de tout ce que ça dit, de tout ça de nous et de notre société et de comment ça se retranscrit dans les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Donc, les données vont clairement dans ce sens qu'en France, c'est une étude de l'INSEE, les femmes gagnent encore environ 15% de moins que les hommes à poste comparable. Donc tu vois bien que même
à poste comparable, 15% de moins. Donc bien faire son travail, ça ne peut pas te garantir de la reconnaissance. Et par reconnaissance, j'entends reconnaissance salariale, mais aussi revalorisation des compétences. Il y a plein de façons d'être reconnu, mais quand même, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'être reconnu par le salaire, parce que c'est pas normal qu'à poste comparable, les femmes gagnent toujours 15% de moins. 15%, c'est énorme, quoi. Donc pourquoi bien faire son travail, ça ne garantit pas la reconnaissance? Parce que dans une entreprise, la reconnaissance n'est pas automatique. J'ai envie de faire une blague pourrie, c'est comme les antibiotiques, tu vois, c'est pas automatique. La reconnaissance, elle est décidée. Elle est pilotée en interne. Et elle est pilotée par qui, par quoi? Elle est pilotée par les DRH, par les managers. Elle est pilotée par la direction. Donc les budgets, en général, toi, tu débarques dans une entreprise ou même quand tu y es depuis un moment, les budgets sont toujours fixés à l'avance. Les promotions, elles se discutent les 3/4 du temps entre managers, voire entre directeurs. Et souvent, les arbitrages se font parfois sans que toi, tu sois là. Je vous ferai un épisode sur ce qu'est réellement le bilan annuel que font les entreprises. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais il n'y a pas que ce bilan annuel, en fait, qui te sert à montrer ton travail. Mais vraiment, ça fera l'objet d'un autre épisode, sinon je vais m'éparpiller et j'avais la volonté que cet épisode soit assez court. Donc, les arbitrages se font parfois sans toi, les promotions se discutent entre managers, les budgets sont fixés à l'avance et surtout, elles sont défendues. Ce qui compte, donc, c'est pas seulement ce que tu fais. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est nommé. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est nommé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte ton sujet? Est-ce que tu es dans les conversations où ça se décide? Si personne n'est pas toi-même ne porte ton travail, si toi, tu te mets pas en avant, et si ton manager ne met pas en avant la qualité de ton travail, la qualité et démontre pas tes résultats, ben en gros, en fait, ça disparaît. La valeur de ton travail, elle disparaît pas concrètement puisqu'elle y est et tu apportes énormément de valeur ajoutée, mais elle ne devient pas une décision, elle ne vient pas dans les enjeux conversationnels. Et ça, en tant que femme, personne ne nous l'apprend. Qu'est-ce qu'on nous apprend à faire, nous? Comment on est sociabilisé? J'en ai déjà parlé dans plein d'autres épisodes, mais peut-être que toi, tu débarques avec cet épisode-là. Donc, je vais me répéter, et plus on répète, et plus ça s'ancre aussi. Donc, pour celles et ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous le savez, personne ne nous l'apprend. En tant que femme, on nous apprend à bien faire. On nous apprend à être la bonne élève, la gentille petite fille. On ne nous apprend pas à rendre visible. On ne nous apprend pas à demander. On ne nous apprend pas à aller chercher les choses. C'est pas un hasard. C'est ça la socialisation. Pourquoi on ne nous apprend pas tout ça? Parce qu'on nous apprend tout l'inverse. On valorise les petites filles, les jeunes filles, quand elles sont sérieuses, quand elles sont fiables, quand elles sont adaptées, voire suradaptées, quand elles sont sages, quand elles sont gentilles, quand elles ne font pas de bruit. Quand une petite fille ou une jeune femme, une ado, prend beaucoup de place, quand elles prennent les choses, quand elles demandent, quand elles s'imposent, quand elles font du bruit, tout ça, on dit qu'elles sont enquiquinantes. Alors qu'un garçon, quand il le fait, on dit « Ah bah oui, il a l'énergie d'un garçon, c'est sa force. » Je le vois tous les jours, moi qui ai des enfants, moi qui ai aussi une nièce, qui est pas mal de jeunes femmes dans mon entourage, et moi qui l'ai été aussi de par mon expérience, je vois les énormes différences que l'on fait dans les socialisations. C'est un truc de dingue, quoi. Et à l'âge adulte, ça donne quoi? Ça donne que on est des femmes hyper compétentes, puisqu'on a ce truc de la bonne élève. On veut être reconnu à l'école quand tu es une bonne élève. Tu repars avec des super notes, un super bulletin, des appréciations de fou. Quand t'es parent et que tu es une jeune fille qui rentre dans ce schéma-là, tu es applaudi, tu es félicité, tu peux être au tableau d'honneur. Et tes profs, tes instits, tes professeurs,
mais ils te saucent auprès de tes parents. Donc toi, tu débarques des années plus tard, tu fais toutes tes études comme ça. Après, en fonction des études que tu fais, ben, tu peux rentrer vite dans une compétitivité. Hein. Si tu fais une école d'ingé, si tu fais une école de commerce, c'est plus du tout la même. Hein, parce que là, tu arrives tout de suite dans un secteur très masculin et très compétitif. Donc déjà, pour les jeunes femmes qui vont chercher des hauts diplômes qui sont dits, je déteste ça, mais plus masculins, déjà, elles vont le ressentir là. Mais parfois, ça passe crème. Parce qu'elles vont être major de promo, parce que voilà. Souvent aussi, ça peut passer crème. Mais parfois, dans les femmes que j'ai rencontrées, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience que, wow, il y a un décalage avec cette histoire de la bonne élève. Et une fois que tu es dans le boulot, dans le job, ça aussi, j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont dit que c'était hyper intéressant à observer. Mais en fait, par exemple, je fais des études avec des copains, des camarades de promotion, et où mon petit amoureux de l'époque qui devient mon mari, ça arrive pas mal quand même. On sort de la même école d'ingé, on sort de la même école de commerce. Je suis embauchée, je suis mieux payée que lui, que mes potes ou que mon conjoint. Et en fait, durant les années, l'écart va se creuser. Voilà. L'écart va se creuser et il est en train de se jouer en dehors de la maternité même, qui a un rôle crucial sur le fait que ça a fait dégringoler les carrières et les salaires. Mais même en dehors de la maternité, il y a ce décalage qui existe. Parce qu'on ne sait pas faire. Parce qu'on attend ces femmes-là. Je dis on, mais moi je ne me sens pas concernée, mais je vais me mettre dedans parce que je reste une femme, mais on attend qu'on nous reconnaisse plutôt que d'aller chercher. Voilà, c'est des femmes ultra compétentes qui sont capables parfois de faire 2 jobs en un, c'est un truc de fou, mais qui vont rester 15% de moins payés que les mecs. Ou alors, à qui on va donner le job, mais pas la rémunération qu'on aurait donnée à un homme. Alors ça m'a vachement marqué avec des échanges de DRH quand même, sur mes enquêtes, que c'est un peu dans la grille interne que y avoir ce décalage-là. C'est des biais, hein. Tout ça, c'est des biais aussi que les directions, les dirigeants, les DRH peuvent avoir. Ils savent qu'il y a un code du travail de ça, mais il y a des biais qui se mettent en place et on se dit, oui, mais bon, elle est peut-être plus jeune. Il y a toujours un biais qui va se mettre, qui va faire que tu vas être moins payé que le collègue, en fait. Soit parce qu'il y a les biais qui se mettent en place, et ou, j'ai envie de dire, parce que c'est pas soit, c'est et, parce que souvent, le confrère masculin, quand on va le faire monter, s'il a attendu, on se met dans cet exemple-là. Il a fait comme une femme. Il a attendu qu'on le reconnaisse. On le reconnaît. Son manager dit, toi, tu peux devenir manager. On le fait monter. En fait, il va aller défendre. Il va dire, ok, tu me fais monter. Donc, si tu reconnais la valeur de mon travail, la grille salariale, je vais être dans la tranche la plus haute. Là où les femmes se disent, en fait, je suis dans la grille. Ça aussi, ça m'a marqué. Mais je suis dans la grille, donc ça va. La première fois où moi j'ai évolué, je m'étais tellement battue parce que je partais d'un niveau où j'avais pas le diplôme pour faire ce qu'il fallait pour faire ce job-là. J'avais pas de bac plus 5. J'avais pas d'expérience. J'étais pas un gars. Et je sortais d'un job administratif. C'était dans la même boîte. J'avoue, je reconnais que là, je ne suis pas allée chercher mon salaire. Parce que je suis allée chercher l'évolution du poste. Après, je suis allée chercher mes salaires. Et après, j'ai même changé de boîte et c'est ça qui m'a fait faire des bons. Parce que parfois, la vraie reconnaissance, elle arrive aussi quand tu te barres. C'est une réalité, on ne peut pas l'oublier. Donc, c'est pas que tu ne sais pas faire. C'est juste qu'on ne t'a pas appris. Et parfois même, on t'a découragé. Parce que ça, c'est encore autre chose. Le coût. C'est pas le même coût pour les hommes et pour les femmes d'aller demander une rémunération à sa juste valeur. Et ça, il y a aussi des recherches qui ont été publiées. C'était dans Harvard Business Review. J'ai un anglais pourri, désolé. Mais ça a montré que les femmes qui négocient peuvent être perçues plus négativement. Cette enquête, elle montrait ça. Donc en fait, il y a ce risque. Et les femmes, inconsciemment, on le sait. On le sait parce que soit on a vu des collègues qui ont demandé et pour qui ça s'est bien passé, et notre corps surtout l'enregistre. Quand c'est toi qui as eu l'expérience de ça une première fois, il y a ce rejet social pour le cerveau, pour le corps, c'est une vraie menace. C'est vraiment quasi à la hauteur que la douleur physique. Vraiment. Donc toi, tu arrives dans une situation où tu dois te positionner en tant que sujet
féminin, en tant que genre femme, qui se reconnaît dans son genre. Toi, tu dis, ok, c'est une situation, je dois me positionner. Ton cerveau, il le sait que ton cerveau, il le sait que tu dois te positionner, d'accord? Ton mental, il te booste pour aller vers là. Et ton corps, lui, il fait autre chose. Il te dit pas d'aller foncer. Tes émotions, tout ce que tu es en train de ressortir à l'intérieur, il dit, mais merde, c'est quoi qui est le plus safe en fait pour moi? C'est quoi le plus sécuritaire? Et si c'est pas complètement safe, tes alarmes se mettent en route et le corps, il freine en fait. Il freine des 4 pieds. Ça aussi, je l'ai entendu et ça m'a vraiment marqué, voire même choqué. Même si ça ne m'étonne pas par rapport à tout ce que l'on vient de se dire, c'est qu'il y a une femme avec une sacrée carrière quand même qui m'a déposé que une fois elle avait demandé une augmentation et qu'après son manager il était comme plus distant, un peu plus froid in fine avec elle. Tu vois, c'était pas frontal, il lui faisait pas des remarques, il la rabaissait pas, il y avait pas de, on pouvait pas qualifier de ça de il y a un rejet, mais elle avait capté, elle le voyait qu'il y avait une forme de distance. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que le manager en question se sentait menacé par ses compétences à elle, par son propre poste? Ça, voilà, je ne sais pas. Mais pour une femme qui vit ça, elle se dit merde, je suis en entretien d'éval, je fais reconnaître la valeur de mon travail, il reconnaît la valeur de mon travail, donc je demande une augmentation. Et in fine, en fait, la personne, son manager direct, devient de plus en plus distant, un peu plus froid, un peu évitant. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, un peu évitant. Mais ça lui laisse une trace à cette femme. Donc la prochaine fois qu'elle va vouloir redemander, refaire valoir ça, elle n'est plus dans la même énergie. Plus du tout, parce que son corps et son cerveau s'est imprégné de... En fait, il y a un risque pour moi, au sein de l'entreprise, de faire ça. Et c'est pour ça que ça me gave, vous le savez que les injonctions, ça me gave, il faut oser. Oser quelque chose qu'on t'a pas appris. Mais comment tu peux oser quelque chose qu'on t'a pas appris? C'est un peu suicidaire dans un environnement où ça peut te coûter. Ça n'a rien à voir avec une question de volonté. Vraiment. Tout ça, c'est pas individuel. Quand on voit... Là, moi, je fais une enquête terrain avec des personnes que je rencontre physiquement, par visio, qui sont d'actualité. On est en 2026, quoi. Mais ça, c'est une question de conditionnement et de sécurité. Ça, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est pas un accompagnement super confiance en soi. Je comprends que ça vous attire. Mais en réalité, il faut vraiment aller détricoter des choses avant que la conscience et que ça t'arme au niveau de ta conscience et de ton inconscient, en fait. Il y a vraiment des choses à aller déconstruire. J'ai pas d'autre mot que d'aller déconstruire et pour surtout remettre le corps en sécurité. Et ça, c'est encore plus vrai quand on regarde les choses de manière intersectionnelle. Vous savez que c'est le courant féministe qui me tient le plus à cœur et je trouve que c'est celui, en tout cas, qui me permet à moi, en tant qu'accompagnante, de vous accompagner au mieux et qui permet une lecture plus juste parce que moi aussi, par exemple, j'ai mes propres biais et je n'ai pas les mêmes expériences que les autres femmes que j'accompagne. Donc, que nous dit le féminisme intersectionnel? Toutes les femmes ne prennent pas le même risque. Tu vois, des fois, beaucoup de femmes, certaines femmes doivent déjà prouver plus, être encore plus irréprochables. Parce que c'est cette histoire de biais qui se cumule. Et donc, il y a des sanctions qui vont aussi. Dans les biais, on a tous nos biais racistes, validistes, tous nos biais de conformité. Voilà. On a énormément de... Tous les biais où il y a la dissolution de responsabilité. Il y a tellement de biais, en fait. Il faudrait faire un épisode là-dessus aussi. Les sanctions vont aller avec. Donc, demander, ça peut pas être un geste neutre. D'accord? Ça peut pas être réduit à « tu manques de confiance », ça ne tient pas. Le sujet est beaucoup plus large. Voilà, on n'a pas la même expérience en entreprise quand on est une femme blanche, cis, hétéro et que les gens le savent, que vous reconnaissez à votre genre et que vous êtes mariée avec des enfants,
que vous rentrez dans le cadre de la société patriarcale, en fait. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais ça, que ta vie est moins bien, mais reconnaissons, moi je le reconnais, que je suis vachement plus avantagée que certaines autres femmes, parce que je ne suis pas lesbienne, donc je ne suis pas obligée de cacher ma relation, j'ai des enfants, donc la société valorise ça, là où peut-être certaines femmes ont envie de rester célibataires, n'ont pas du tout une appétence à la maternité. Franchement, ça crée énormément de biais dans cette société patriarcale. Je suis plus avantagée parce que je suis valide, je n'ai pas de maladie chronique, je n'ai pas d'endométriose, je n'ai pas de handicap visible ou invisible. Voilà, j'ai pas tout ça à me préoccuper quand je vais aller, à l'époque, quand j'allais négocier des choses. J'avais pas tout ça à me préoccuper, j'avais juste à me préoccuper dans le système des privilèges, dans la pyramide des privilèges. Ben, moi, Delphine, femme de 42 ans, mariée avec 2 enfants, valide, hétérosexuelle, et les gens le savent, je suis plus avantagée qu'une autre femme, ne serait-ce que d'une femme qui serait racisée, qui n'est pas la même couleur de peau que moi. Je le vois, puisque mon mari, pourtant c'est un homme, mais il est réunionnais, donc il est typé de peau, là où par moment on le prend, alors ça dépend des cultures, ça dépend des entreprises, mais voilà, lui il n'est ni noir ni blanc, il est métis, et il y a eu des biais en fait pour lui, et pourtant c'est un homme. Alors imagine quand c'est une femme métisse, une femme noire, une femme qui a un handicap, voilà. Tout ça, c'est pour remettre dans le contexte. Le sujet, il est très large, tu vois. Le sujet, c'est ce système qui ne reconnaît pas automatiquement. Ça, il faut l'intégrer. C'est la socialisation qui n'apprend pas aux femmes à aller chercher, à aller dire, à aller se mettre en avant. C'est aussi nos corps de femmes qui s'adaptent tout le temps pour rester en sécurité. Parce qu'on n'a pas la même force physique, parce qu'on est plus totalement sujette aux violences sexistes et sexuelles, à la misogynie, au rejet, au sexisme, en fait, même qu'il soit ordinaire, le sexisme, il n'est pas obligé d'être ultra violent, mais c'est toute la journée, en fait, dans les entreprises où les femmes ont subi ça, et les rapports de pouvoir qui ne sont pas neutres, les rapports de pouvoir sont genrés. Voilà, moi c'est tout ça que je suis en train d'explorer, que j'avais envie de partager, de déposer avec toi, pour déjà te mettre un petit peu en luminosité. Et c'est tout ça que moi je suis en train d'explorer avec mon enquête terrain, parce que j'ai envie de vous offrir un accompagnement qui part de votre vécu, de mettre des mots qui sont vos mots, et de comprendre comment vous voyez les règles du jeu. Voilà, pour pouvoir ensuite choisir comment on joue à ce jeu-là et comment parfois on peut mettre des cartes en avant, comment parfois quand on doit les rabattre. Voilà, si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais vraiment qu'on continue ces échanges. Je te le redis, n'hésite pas à m'écrire, n'hésite pas à venir me papoter sur mon compte Instagram Madame Flo Coaching, sur mon compte LinkedIn Madame Flo Coaching aussi, ou sinon tu vas sur mon site internet du même nom, madameflocoaching.fr. Il y a même une prise de contact. N'hésite pas, je serais ravie d'échanger tout ça avec toi. Et puis je suis très contente de vous annoncer que à partir de la semaine prochaine, donc nous serons au mois de mai, et tout le mois de mai, je fais une hors-série sur émancipation féminine, et j'avais vraiment envie de donner la parole à des hommes qui travaillent aussi dans des entreprises, qui peuvent être directeurs, managers, ou qui sont à leur compte, et des hommes qui travaillent aussi sur tout ça, qui ont conscience de ces inégalités, qui essayent de faire du mieux possible pour les femmes autour d'eux, que ce soit leurs enfants, leurs épouses, leurs collègues de travail. J'ai trop hâte que vous puissiez écouter tout ça. Donc tout le mois de mai est consacré à une hors-série des hommes avec la pensée féministe, comment les hommes deviennent alliés dans les entreprises et dans la vie avec nous. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là,
respire et surtout secoue les règles du jeu.